Il y a un moment bien précis où le cœur humain, il cesse d'être une simple pompe mécanique pour devenir, ou se révéler en tout cas, comme une vraie machine électrique. Ouais, une machine hyper complexe d'ailleurs. Exactement. Et presque une bombe à retardement si les réglages sont mauvais, quoi. Une fraction de seconde, un truc totalement invisible, ou juste une petite étincelle qui part au mauvais endroit, ça peut faire basculer une vie. C'est fou quand on y pense, mais c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, l'objectif de cette plongée au cœur du sujet, c'est vraiment de décoder ce langage secret. On va lire l'électricité du corps humain, un peu comme on lirait une partition de musique, pour vraiment comprendre ce qui se joue derrière un symptôme qu'on connaît tous, la palpitation. Et cette approche électrique, elle est juste fondamentale, tu sais. Le cœur, il bat pas par magie. Il est traversé par un réseau de câblage qui est ultra sophistiqué. Un vrai circuit imprimé, hein. Voilà. Chaque contraction est dictée par un courant qui voyage de haut en bas. Et quand ce rythme déraille, qu'il s'accélère ou qu'il devient complètement chaotique, c'est jamais un hasard. Chaque anomalie raconte une histoire clinique hyper précise. Et ça, on le voit sur le papier et sur le tracé. Exactement, millimètre par millimètre sur un électrocardiogramme. Et c'est justement savoir lire cette histoire qui permet de faire la différence entre une petite gêne sans gravité et un arrêt cardiaque imminent. Pour bien comprendre comment elle naît, cette fameuse palpitation, il y a une analogie dans nos documents qui est hyper visuelle. C'est la parabole du barbeclou. C'est assez inattendu en cardiologie, je dois dire. Ah mais elle est redoutable d'efficacité, cette image. Pour déclencher une arythmie, c'est comme pour allumer un feu. Il faut réunir 3 éléments. D'accord. Donc le premier, j'imagine que c'est la source de chaleur. C'est ça, l'allumette, la gâchette quoi. Bien souvent en cardio, c'est une extrasystole, donc une petite impulsion électrique solitaire qui part au mauvais moment. Ensuite, il te faut le charbon. Le combustible. Ouais, le substrat. C'est l'état du muscle cardiaque, le myocarde lui-même, ou alors un petit circuit anormal de naissance. Et enfin, le troisième élément, c'est l'alcool à brûler. L'accélérant. Voilà, les facteurs modulateurs extérieurs. Donc cet accélérant, ça peut être un gros coup de stress, l'alcool, ou même un déséquilibre chimique dans le sang, genre une hypokaliélie, un manque de potassium, c'est bien ça? C'est exactement ça. Et le principe de base, c'est qu'une allumette toute seule, juste une extrasystole isolée, elle va jamais provoquer un grand incendie si elle tombe pas sur le bon charbon et s'il n'y a pas d'accélérant. C'est un toute seule. Ouais, l'arythmie avorte. Et ça explique un cas clinique très classique qu'on a dans notre dossier. Attends, je l'ai sous les yeux. C'est un patient de 45 ans, il vient de s'enfiler un grand café, il est méga stressé au boulot, et paf, palpitation. Mais son cœur est parfaitement sain à l'examen. Là, l'équation est simple. On a l'allumette avec la caféine, on a l'accélérant avec le stress, mais il y a 0 charbon. Le substrat est sain. L'incendie peut pas prendre. Exactement. Donc l'orientation médicale ici, c'est juste de rassurer le patient. On lui dit de lever le pied sur les excitants, mais surtout, et c'est crucial, on donne aucun traitement antiarythmique. Traiter un cœur sain, ce serait une vraie faute. D'accord. Mais alors, comment on fait le tri? Comment on différencie la crise liée au café d'une vraie urgence vitale? Tout va reposer sur ce qu'on appelle les drapeaux rouges, cliniques et hémodynamiques. Déjà, pendant l'interrogatoire, il y a des mots qui doivent faire hurler l'alarme. Du genre? Une syncope, ou même une lipothymie, tu sais cette sensation de voile noir où tu vas t'évanouir, une douleur dans la poitrine. Ou alors le fait de mentionner des antécédents familiaux de mort subite avant 35 ans. Ah oui, là ça rigole plus. Et puis on regarde la mécanique. Une fréquence cardiaque qui tape au-dessus de 150 battements par minute au repos, une tension artérielle qui s'effondre ou une détresse respiratoire. Et sur le CG, l'électrocardiogramme, il y a ce fameux signal d'alerte rouge absolu, la tachycardie régulière, à complexe QRS large. Pourquoi cette notion de largeur, c'est synonyme de catastrophe? Alors, faut visualiser. Le complexe QRS, sur le papier, ça dessine le moment précis où les ventricules se contractent. En temps normal, l'électricité, elle passe par des vraies autoroutes dans le cœur. Donc ça va super vite. C'est ça prend une fraction de seconde. Donc le trait sur le papier, il est tout fin. Mais si le bug électrique naît directement dans le muscle du ventricule, en dehors des autoroutes. L'électricité galère. Grave. Elle doit passer de cellule en cellule, comme sur un chemin de terre. Ça prend du temps, donc le trait s'élargit sur le papier. C'est pour ça qu'un QRS large et régulier, c'est une TV, une tachycardie ventriculaire, jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est l'urgence absolue. On a un autre cas pratique là-dessus. Un homme de 60 ans, des sueurs au bord du malaise lipothymique et un ECG avec ses fameux QRS larges. Alerte maximale. Là, le transfert est immédiat en USIC, l'unité de soins intensifs de cardiologie. On prépare le chariot de réanimation direct et l'orientation, c'est la cardioversion électrique immédiate. On fait un choc pour le réinitialiser, quoi. Exactement. On court-circuite le chaos pour forcer un rythme normal. Mais c'est quand même super complexe un ECG. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode un peu plus simple, une espèce de matrice pour faire le tri? En fait, l'algorithme décisionnel des cardiologues, il est assez binaire au départ. C'est un arbre de décision. Face à un cœur qui va trop vite, première question à nos motifs. Est-ce que c'est régulier, comme un métronome, ou est-ce que c'est irrégulier? Et si c'est irrégulier? On commence direct à la FA, la fibrillation atriale. Ensuite, si c'est régulier, on regarde notre fameuse largeur de QRS. Si les QRS sont fins, ça veut dire que les autoroutes du bas fonctionnent bien. Donc le problème vient d'en haut. Voilà, au-dessus des ventricules. Ça sera une tachycardie sinusale, une jonctionnelle ou un flûteur. Par contre, si c'est large, comme on a dit, c'est un problème ventriculaire, beaucoup plus dangereux. Tiens, regardons ce troisième cas clinique. Il est hyper surprenant. Une jeune femme de 30 ans, palpitation régulière, début très brutal, mais elle a une crise polyurique associée, genre une envie soudaine et massive d'uriner. Et son ECG montre des QRS fins.
C'est quoi le lien avec l'urine, la Toto? C'est fascinant la physiologie. En fait, quand les oreillettes s'emballent et battent trop vite, elles se dilatent. Et ça déclenche la libération d'une hormone, le peptide natriurétique auriculaire. Qui va dire aux reins de s'activer. Exactement. D'où la crise polyurique. Face à ça, avec un rythme régulier et des QRS fins, on s'oriente vers une tachycardie jonctionnelle. On va tenter des manœuvres vagales en premier. Et si ça suffit pas? On injecte de l'adénosine, qu'on appelle souvent la striadine, directement en intraveineuse sous monitoring pour casser la crise. Oui, il y a quand même un gros problème pratique parfois. Mettons que le patient débarque chez le médecin en disant « Mon cœur s'emballe, je vais mourir ». On lui fait un ECG, et là, calme plat. Tout est normal. Comment on attrape un truc qui a disparu? Ah, ça c'est la chasse aux fantômes. Et pour ça, on a tout un arsenal télémétrique. Le premier outil, c'est le holter externe. On colle des câbles sur le thorax du patient, reliés à un petit boîtier qu'il garde entre 24 heures et 21 jours. Sauf que parfois, ça suffit même pas. Comme cette patiente de 28 ans dans le 4e cas, elle fait des syncopes inexpliquées très sporadiques, et son holter de 24 heures revient toujours parfaitement normal. Bah oui, si le bug arrive une fois par an, le holter externe sert à rien. Donc là, l'orientation, c'est d'implanter un holter sous-cutané qu'on appelle le Revial. Sous la peau, carrément. Ouais, sous anesthésie locale, on glisse une petite puce qui va rester là de 3 à 5 ans. Ça surveille en permanence en attendant la prochaine syncope. Et puis, il ne faut pas oublier les montres connectées, qui aident énormément aujourd'hui en enregistrant une dérivation ECG quand le symptôme apparaît. C'est génial, la tech pour ça. Bon, revenons à notre physiologie, à notre petite allumette du barbecue. Parlons des ESA, les extrasystoles atriales. Visuellement, faut s'imaginer un foyer automatique, un petit groupe de cellules rebelles dans l'oreillette qui s'allument au mauvais endroit. Et sur l'ECG, l'ESA, elle a une vraie signature. La contraction de l'oreillette, ça fait une petite bosse qu'on appelle l'onde P. Lors d'une extrasystole, cette onde P, elle est prématurée, elle arrive trop tôt, et surtout sa forme est différente. Vu qu'elle part du mauvais endroit. C'est ça. Mais il y a un piège majeur dans lequel il ne faut pas tomber. Faut jamais confondre une ESA bloquée avec un BAV, un bloc auriculo-ventriculaire. Un problème de conduction, le BAV. Ouais, le BAV, c'est un câble malade. L'électricité veut passer, mais ça bloque. L'ESA bloqué, c'est juste que l'impulsion rebelle est arrivée beaucoup trop tôt. La porte vers les ventricules n'était pas encore ouverte. C'est juste un mauvais timing. Ah, je vois. D'ailleurs, c'est le 5e cas pratique. Un patient de 65 ans se plaint de raté dans la poitrine. Mais son bilan cardiaque est nickel. Pourquoi on ressent un raté? C'est pas l'extrasystole en soi qu'on sent. Après cette impulsion prématurée, le cœur fait une petite pause pour se recaler. Un repos compensateur. Pendant cette pause, il se remplit de beaucoup de sang et le battement d'après, il doit éjecter un énorme volume. Bam, le grand coup dans la poitrine. Exactement. Mais comme le cœur est sain, l'orientation, c'est l'abstention thérapeutique stricte. On ne donne du sotalol que si la gêne est vraiment invivable pour le patient. Ok, là c'était les oreillettes. Mais on change d'étage avec les ESV, les extrasystoles ventriculaires. Ça vient d'en bas, et le CG est beaucoup plus effrayant. Ah oui, visuellement, ça n'a rien à voir. Le QRS devient très large, déformé, et il n'y a pas d'onde P juste avant. Parfois, ça s'organise, un battement sur 2, le bigéminisme, ou 1 sur 3, le trigéminisme, mais le vrai truc terrifiant, c'est l'alerte morphologique. Le fameux péril ultime, le phénomène R sur T. Ouais. L'onde T, sur le papier, c'est le moment de la repolarisation. Les cellules se rechargent. Si une ESV tombe à la milliseconde près sur cette onde T... L'étincelle dans la poudrière. Exactement. Ça peut déclencher direct une fibrillation ventriculaire mortelle. D'où l'urgence absolue pour le 6e cas clinique, un homme de 50 ans qui sort tout juste d'un infarctus et qui fait des ESV très précoces, ce fameux phénomène R sur T. Son muscle est déjà abîmé par l'infarctus, donc là, le risque vital est majeur. L'orientation, hospitalisation d'urgence en USIC, amiodarone en intraveineuse, et on discute illico de poser un DAI, un défibrillateur automatique implantable pour le sauver s'il fait un arrêt. Bon, on parle beaucoup de bugs, mais je me fais l'avocat du diable. Parfois, le cœur bat super vite juste parce qu'il fait son job, non? Ah ben totalement. C'est la tachycardie sinusale adaptative. Le cœur dépasse les 100 battements par minute, mais le tracé électrique est nickel. Donc c'est qui compense un truc ailleurs dans le corps. Exact. Ça peut être une fièvre, un sepsis, une anémie sévère ou un manque d'oxygène. Ça illustre le 7e cas. Une patiente de 65 ans, elle est de plus en plus essoufflée, dyspnéique, et son cœur est à 108. Le bilan montre un caillot dans les poumons, une embolie pulmonaire. Intuitivement, on pourrait vouloir donner un médicament pour ralentir son cœur. Et ce serait une erreur dramatique. Si tu la ralentis, elle meurt. Son cœur bat vite pour essayer d'oxygéner son corps malgré le caillot. L'orientation ici, c'est pas d'antiarythmique, mais on traite la cause avec une anticoagulation curative immédiate. Ok, on a vu pas mal de choses régulières, mais passons au chaos absolu. La macro-réentrée, avec la FA et le flutteur. Sur les schémas, la différence saute aux yeux. La FA, la ligne de base tremble n'importe comment, et le flutteur, ça fait de grandes dents de scie hyper régulières, comme un toit d'usine. La mécanique est différente. Dans la fibrillation atriale, les oreillettes ne se contractent plus du tout. Elles frémissent à cause d'une tempête électrique. Le flutteur, c'est l'électricité qui tourne en boucle dans un grand circuit fermé. Mais le truc de dingue, c'est que l'enjeu majeur de ces pathologies, c'est même pas le rythme en lui-même. Non, le vrai danger se joue dans le cerveau. Vu que les oreillettes se vident mal, le sang stagne. Et du sang qui stagne, ça fait quoi? Ça coagule, des caillots. Exactement. Et si le caillot part dans la circulation, bim, c'est l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. C'est pour ça qu'avec le patient de 70 ans du 8e cas, qui est en FA rapide depuis 48 heures, on fait pas n'importe quoi. Absolument pas.
L'orientation, c'est de contrôler la fréquence avec des bêta-bloquants pour soulager le cœur, mais surtout, on instaure une prévention thromboembolique stricte. Avec des AOD ou des AVK. Oui, anticoagulants oraux directs ou antivitamine K. C'est la priorité avant même de tenter une cardioversion pour le remettre en rythme normal. Passons à une autre mécanique fascinante. La tachycardie jonctionnelle, la TJN, l'ancienne maladie de Bouvray. Moi j'aime bien l'analogie du rond-point. C'est comme si l'électricité s'engageait dans un rond-point et tournait en boucle sans jamais pouvoir en sortir. C'est très visuel. La TGN, c'est la tachycardie par réentrée intranodale. En gros, le nœud de jonction au milieu du cœur est dédoublé. Il y a une voie lente et une voie rapide. Ça fait un court-circuit parfait. Avec un début et une fin hyper brutaux, le fameux on-off. Ouais. Et sur le CG, l'onde P remonte à l'envers, rétrograde, collée à la fin d'un QRS fin. Et ça donne un signe clinique de dingue. Le 9e cas. Une jeune femme de 20 ans, le cœur à 180, début brutal. Et elle a le cou qui bat à vue d'œil. Le fameux signe de la grenouille. L'électricité tourne en boucle, donc les oreillettes et les ventricules se contractent en même temps. Le sang de l'oreillette tape contre une porte fermée et remonte violemment dans les veines du cou. Incroyable. Du coup, comme c'est bénin, on tente d'abord les manœuvres vagales. Oui, comme de bloquer sa respiration et de pousser fort pour casser la boucle. Mais si le rond-point veut pas céder, si on doit faire un reset nodal, comme pour le 10e cas pratique. Là, on passe au blocage médicamenteux avec l'adénosine, donc la striadine en flash. Ça fait un reboot brutal mais très court du nœud AV. Mais attention, notre 10e patiente a une TIRN réfractaire. Mais l'analyse souligne un point vital. Si elle est asthmatique, c'est chaud. Ah oui, contre-indication formelle. La striadine chez un asthmatique, ça provoque un spasme des bronches immédiat. Donc pour elle, si ça récidive, l'orientation, c'est l'ablation par radiofréquence de la voie lente. On brûle le microcircuit et on a plus de 95% de succès. Et en parlant de circuits anormaux, il faut aborder le WPW, le fameux syndrome de Wolff-Parkinson-White. C'est presque un défaut de fabrication à la naissance. C'est ça. On a un pont musculaire anormal, le faisceau de Kent. C'est une voie accessoire, un vrai court-circuit autour de l'installation normale. Et on le voit comment sur le papier quand le cœur bat normalement? On repère un espace PR tout court, parce que l'électricité grille le péage habituel. Et surtout, on voit une onde delta. C'est un empattement au début du QRS qui prouve que le ventricule commence à se contracter trop tôt via ce passage secret. Ce qui amène au 11e cas. Un jeune sportif de 18 ans, 0 symptômes. On lui découvre une onde delta par hasard lors d'un examen de routine. Alors là, il n'y a pas d'urgence. Mais l'orientation recommande quand même un bilan électrophysiologique pour voir à quel point ce faisceau de Kent est dangereux et s'il conduit l'électricité trop vite. Parce que le problème, c'est quand l'électricité prend ce circuit à l'envers pendant une crise. Oui, ça change tout à l'écran. Si on prend le 12e cas, un patient WPW connu, crise à 180 battements par minute. Faut savoir de quel type de tachycardie il s'agit. Dans 90% des cas, c'est orthodromique. Le courant descend normalement et remonte par le faisceau secret. Là, les QRS sont fins. L'orientation, c'est manœuvre vagale ou strychidine. Mais les 10% restants? Tachycardie antidromique. Le courant plonge à l'envers dans la voie secrète et remonte par la voie normale. Le QRS devient très large, ça mime une tachycardie ventriculaire ultra dangereuse. Et là, l'amiodarone est privilégiée, parce que la strychnine serait trop risquée. Ce qui nous amène au pire cauchemar possible. Le péril ultime. La fibrillation atriale sur un Wolff-Parkinson-White, le fameux Super Wolff. Ah, la combinaison fatale. Dans une FA, les oreillettes bombardent des centaines de signaux. Le nœud normal freine ça. Mais le faisceau de Kent, lui, il n'a pas de frein. Donc tout passe direct. Voilà, le ventricule se prend tout le chaos de plein fouet. À l'ECG, c'est effrayant. Une tachycardie hyper rapide, irrégulière, avec des QRS énormes. Le risque de mort subite est là à la seconde. D'où la règle d'or absolue dans le 13e cas pratique. Notre patient en Super Wolff arrive en urgence absolue avec une tension dans les chaussettes. Ne jamais, au grand jamais, donner de strychnidine ou de bêta-bloquant. Si tu bloques le nœud normal, tu forces 100% de la tempête électrique à passer par la voie mortelle. On l'achève, quoi. C'est ça. Donc l'orientation, c'est choc électrique externe immédiat sous sédation. Et après, l'ablation du faisceau de Kent est indispensable. C'est fou ce qu'un simple bout de papier peut révéler. Parfois, un coup d'œil sur un tracé ECG permet même de dépister des maladies génétiques graves avant le moindre symptôme. Oui, l'ADN s'imprime sur le CG. On a les syndromes génétiques arythmogènes. Comme Brugada. Exact. Brugada, ça fait un sus-décalage en forme de selle de cheval sur le tracé. Il y a aussi le syndrome du QT long, qui expose au risque d'une arythmie fulgurante, les torsades de pointe. Et la fameuse DVDA. La dysplasie ventriculaire droite arythmogène, typique chez le jeune sportif. Le ventricule droit se remplit de graisse et ça fait une petite encoche sur le CG qu'on appelle l'onde psilone. On a un 14e cas dramatique là-dessus. Un homme de 35 ans qui fait une syncope nocturne. Les CG révèlent un aspect Brugada de type 1. L'orientation est claire. Contre-indication absolue à des médicaments comme la flécaïnide, qui aggrave le truc, et surtout, avis hyper urgent pour implanter un DAI, un défibrillateur automatique pour le protéger la nuit. Bon, pour finir cette énorme analyse médicale, il y a une question qui fâche. 15e et dernier cas. On fait tous les examens. ECG, Holter, prise de sang, le cœur va parfaitement bien.
Mais la patiente, une jeune femme de 25 ans, ressent des palpitations terribles et passe sa vie aux urgences. Ah, le diagnostic d'élimination. D'abord, on doit être sûr qu'il n'y a pas de cause extracardiaque. Les toxiques, la cocaïne, trop de café, un sevrage de bêta-bloquants ou même la thyroïde. Mais si tout ça, c'est négatif, Alors, on parle de névrose cardiaque. C'est une peur panique irraisonnée de la mort subite. et là, l'orientation change du tout au tout. Complètement. Faut savoir dire stop à l'escalade médicale. On arrête les examens qui nourrissent son angoisse, on fait de la rassurance active, on supprime les excitants et on demande un avis psychiatrique si les attaques de panique sont trop lourdes. C'est une vraie enquête policière de bout en bout, en fait. De la petite extrasystole isolée jusqu'au gène caché, on cherche l'étincelle. Ouais, et ça amène à une réflexion beaucoup plus large. Le cœur, c'est pas juste une petite pompe mécanique isolée du reste. Il absorbe tout. Exactement. Il est le miroir direct de notre mode de vie, de notre consommation de toxiques, de notre stress et même de notre psyché, comme on le voit avec la névrose. C'est ça qui est dingue. On a la technologie, les ECG, les puces implantables sous la peau, les ablations au laser, mais parfois la dernière étape du traitement, c'est pas de réparer le cœur. Bah non, c'est de traiter l'esprit du patient. C'est une vraie invitation à repenser notre rapport à l'hypermédicalisation. Avant d'implanter du métal ou de brûler des cellules, faut peut-être juste apprendre à ralentir.